Bonsoir, je suis Déborah Papiernik, je travaille chez Ubisoft depuis plus de 20 ans. Je suis un bébé Ubisoft, comme on dit, je fais toute ma carrière là-bas. J'ai commencé au marketing, j'ai fait ensuite du business développement. Ensuite, j'ai dirigé des équipes de production. Et depuis 4 ans, je dirige un département qui s'appelle New Business, qui vise à prendre les marques ou les expertises du jeu vidéo pour les emmener au-delà du jeu vidéo. Alors ça passe par des spectacles, des attractions, donc des bornes d'arcade par exemple, mais aussi des partenariats avec des industries qui seront souvent très éloignées du jeu vidéo. On l'a dit tout à l'heure, le jeu vidéo pendant longtemps, c'était le truc de geek, de boutonneux à lunettes, ça intéressait pas grand monde, c'était pas très sérieux. En tout cas, c'était pas regardé de façon très sérieuse par les autres industries qui, elles, étaient plus traditionnelles, plus établies. Aujourd'hui, ça a changé. Ça a changé parce que le jeu vidéo, les business models ont changé, il a grossi. Aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est plus gros que musique et cinéma combinés en termes de chiffre d'affaires. Mais pour revenir à ce qu'est le jeu vidéo, pour moi, c'est la rencontre de 3 domaines qui sont en perpétuelle évolution. Le divertissement, la technologie et l'art. Ça en fait une industrie qui est passionnante et une industrie qui est aussi très difficile parce qu'elle est en permanence bousculée par l'arrivée de nouvelles technologies, par l'arrivée de nouveaux entrants et par l'arrivée de nouveaux usages. Alors, cette façon d'avoir à gérer tout le temps ces nouveautés nous donne une capacité assez particulière à embrasser les opportunités créatives de la technologie. Et là, on se rend compte aujourd'hui qu'on a un certain nombre d'industries très traditionnelles qui viennent nous voir justement pour innover ensemble. Alors, je vais vous donner juste quelques exemples de partenariats que j'ai pu faire avec d'autres industries. Alors, le titre sur le voyage, c'est le titre qu'on m'a proposé. Donc, du coup, je vais vous donner des exemples qui sont en lien avec le voyage, mais j'en aurai plein d'autres à vous donner. Un exemple d'un deal qu'on a fait avec Air France et Latéco Air. Air France et Latéco Air voulaient présenter la technologie LiFi sur le Salon du Bourget en juin dernier. Et pour présenter cette technologie, donc le LiFi, c'est un peu comme le Wi-Fi par la lumière. Dans l'avion, ça présente plein d'avantages. D'abord, les câbles, c'est de la fibre optique, donc c'est beaucoup plus léger que les câbles qui servent à transporter Ethernet, etc. Ça n'a pas d'interférence, le LiFi ne présente pas d'interférence avec les commandes de vol. Et troisième point, c'est beaucoup plus rapide, donc on n'a pas de latence. On a une latence beaucoup plus faible que sur les autres moyens de communication aujourd'hui. Ils voulaient illustrer cette technologie LiFi avec un jeu plutôt que le faire par un film. L'avantage d'un jeu, c'est qu'on va avoir un flux dans les deux sens. Et puis, tant qu'à faire, on va faire un jeu multijoueur. Donc, on a identifié avec eux un jeu dans notre catalogue qui était suffisamment facile à prendre en main et suffisamment multijoueur. On a pris le jeu Trackmania. Et on a, au Salon du Bourget, on a reproduit une cabine Air France. On a reproduit une cabine Air France, et là, on a équipé en LiFi, et les gens ont pu jouer en multijoueur. En parallèle de ça, donc ils ont illustré vraiment la techno LiFi par du multijoueur sur le salon. En parallèle de ça, on a lancé une compétition Trackmania mondiale. Les gens ont joué petit à petit à Trackmania, se sont qualifiés, et la finale s'est faite vraiment dans les airs, sur un vol Paris-Toulouse. Donc on a même innové en faisant de l'e-sport dans les airs, ce qui n'avait jamais été fait à date. Là, on n'a pas créé quelque chose de très spécifique. Oui, on a fait quelques petites modifications à notre jeu pour mettre des panneaux Latéco Air, Air France un peu partout. On a développé cette compétition. On avait aussi adapté de façon à ce que le LiFi puisse fonctionner en termes de communication dans notre jeu. Mais finalement, on est resté sur le jeu de base. Mais on peut aller plus loin. On peut aussi créer une expérience ad hoc. Et c'est ce qu'on a fait pour Renault. Renault, on les côtoyait depuis quelques années et on essayait de trouver le bon projet pour travailler ensemble et on ne trouvait pas. Donc en fait, parfois, quand on cherche trop à travailler ensemble, on n'y arrive pas. Mais on a appris à se connaître. Et puis un jour, ils sont venus nous voir en disant, voilà, on a un projet de démo de voiture autonome niveau 4. Donc niveau 4, c'est la voiture qu'on appelle Mind Off. Il y a la voiture Hands Off, la voiture Eyes Off. Et Mind Off, c'est quand on peut vraiment complètement lâcher prise dans certaines circonstances, par exemple sur l'autoroute. Ces démos devaient avoir lieu sur la 13, sur route ouverte, des démos à une centaine de journalistes du monde entier. Un projet en Open Innovation. Ils ont travaillé avec LG
sur les écrans, avec IAV, les Allemands, pour les capteurs, avec TomTom pour les cartes, avec SANEF pour l'autoroute, parce qu'il fallait aussi équiper l'autoroute avec certains capteurs, avec Devialet pour le son, et ils sont venus nous voir pour la partie entertainment, parce qu'ils se sont dit, c'est quand même plus marrant de faire un jeu que de montrer un film quand on est derrière le volant. Alors à partir de là, ils nous ont donné un brief. Voilà. Donc on veut que vous nous créiez une expérience d'entertainment qui soit un showcase technologique du fait que la voiture est connectée à son environnement. Ça ne veut pas dire connectée à Internet, ça veut dire que la voiture, elle communique avec la route, elle voit le trafic environnant et elle sait se déplacer toute seule. Il faut que ce soit une expérience qui procure de l'évasion, du lâcher-prise, pour illustrer ce concept de mind-off. Ce concept qui fait que dans la voiture autonome de niveau 4, on peut complètement lâcher prise. Le conducteur devient un passager. Il peut dormir, il peut jouer, il peut faire ses mails, il peut faire ses courses s'il a envie. Il fait ce qu'il veut. En tout cas, il peut complètement être détaché des contraintes de la voiture. Et la troisième contrainte, c'était qu'il fallait que cette expérience soit propre à la voiture, qu'on ne puisse pas y jouer dans son salon. Alors ça, on n'avait jamais fait. Donc on s'est un peu creusé la tête et on s'est dit d'abord, c'est quoi la différence entre une voiture et un salon ? À part le confort, mais ça va s'améliorer dans les voitures du futur. La différence, c'est que la voiture, elle bouge. Elle bouge, donc elle a un comportement sur la route. Il y a une route avec une certaine géographie. Il y a la voiture qui se déplace et il y a les voitures environnantes. Donc il faut que nous, on prenne toutes ces informations en compte dans notre expérience. Ensuite, on s'est posé la question de l'interface. Alors, ils nous ont dit un truc immersif. On dit, bon, les tablettes, finalement, c'est moyennement immersif. Ce n'est pas la tablette qui procure toujours de l'évasion. Ensuite, on s'est dit, bon, bah alors les écrans, puisqu'ils sont en train de développer des super écrans avec LG, peut-être qu'on peut les utiliser. On dit, bon, vous êtes gentils, mais en fait, on est en train de les développer, donc ça va être un peu compliqué que vous travaillez sur les écrans. Après, on s'est dit, bon, alors les vitres, il y a des vitres partout. Ces vitres, ça pourrait être des écrans aussi. On dit, oui, mais alors Saint-Gobain commence à travailler sur des écrans qui soient des vitres sécurites, mais ce n'est pas encore tout à fait au point, donc ça ne va pas être possible. Donc on s'est dit, OK, réalité augmentée. Là, c'est nickel, on a la route, on voit la route, et puis on rajoute des choses en surimpression. Sauf qu'en réalité augmentée, on me dit on ne va pas le faire avec une tablette, c'est pas assez immersif, donc des lunettes type HoloLens, c'est plutôt bien, mais le champ de vision était encore un peu limité, et puis il y avait surtout des problèmes de luminosité. Les démos devaient avoir lieu au mois de novembre et décembre, mais on n'est jamais à l'abri d'un rayon de soleil à cette époque-là, et donc on ne savait pas comment HoloLens allait pouvoir gérer tout ça. Donc on a osé proposer la VR. Et on a demandé à l'équipe avec laquelle on travaillait chez Renault, on a dit, bon, est-ce que vous pouvez juste vérifier avec la com chez vous qu'ils sont OK pour avoir ce genre de photos dans la presse? Et la com a dit, mais oui, c'est génial, parce que d'une photo, on pourra illustrer tout ce concept finalement. Je suis derrière le volant, mais j'ai complètement lâché prise au point que je peux me divertir ou faire autre chose et ne plus regarder la route. Alors on avait 3 minutes, c'est une expérience de 3 minutes sur toute l'expérience de conduite de la voiture. Et on s'est dit, si vraiment on développe un jeu, on n'est pas sûr d'arriver à procurer de l'immersion. Ceux qui jouent, est-ce que c'est vraiment dans les 3 premières minutes que vous vous laissez partir? Dans les 3 premières minutes, en général, on en est encore à la découverte, puis ça dure encore un peu plus de temps que ça d'habitude. Donc on s'est dit, en 3 minutes, on n'a pas le temps d'expliquer des règles que les gens maîtrisent et qu'en plus, ils arrivent à s'évader. On se dit, on va faire plutôt une expérience immersive. Donc on peut considérer comme passive, c'est-à-dire qu'on va partir en voyage, mais par contre, on n'interagit pas, on n'a pas de pad dans la main. En plus, il faut aussi bien savoir ce qu'on avait comme cible de notre public, c'était des journalistes, et pas des journalistes de presse spécialisée jeux. C'était les journalistes de Automoto, de TF1, de toutes sortes de magazines qui n'avaient à peu près rien à voir avec le jeu vidéo. Donc on a décidé de faire un voyage où on commence par une représentation réaliste de la route pour mettre l'utilisateur dans un contexte qu'il reconnaît, pas l'embarquer tout de suite sur Mars. Ensuite, la route se transforme petit à petit et on a une vision futuriste de la route. Et puis, la route disparaît et on a l'impression de voler. Alors, qu'est-ce que ça a de spécifique, tout ça? C'est que ce n'est pas du tout une vidéo. C'est un moteur de jeu vidéo. On est sur un moteur de jeu vidéo en temps réel. On a travaillé sous Unity, ils sont sur celui-là, je ne sais plus si c'est Unreal ou Unity. Et on est connecté aux données du trajet en temps réel. Donc toute accélération de la voiture est reproduite dans le casque en temps réel. Tout changement de fil, toute courbure de la route, tout ça c'est représenté en temps réel. Et on reprend aussi tout le trafic environnant. Tout à l'heure, quand je vous ai montré
ça, vous voyez la voiture qu'on double là, si on soulève le casque, on la voit, elle est vraiment là. Et on pouvait différencier voiture, camion ou moto. Ensuite, elles existent toujours, ces voitures, mais on les représente juste par des points lumineux. Vous imaginez en fait un jeu de voiture. Quand vous êtes dans un jeu vidéo de voiture, tout ce qui est déplacement de la voiture est géré par votre contrôleur. C'est vous qui choisissez en tant que joueur d'aller plus ou moins vite. Vous imaginez que là, au lieu d'avoir un contrôleur, c'est la voiture qui est le contrôleur et qui crée le déplacement dans le casque. On a aussi travaillé avec eux de façon... Alors, on a vraiment mis les mains dedans. C'était marrant parce qu'ils travaillaient, eux, de façon très isolée chez Renault. C'était pas la R&D, c'était pas des équipes marketing, c'était l'équipe du projet Symbiose. Ils travaillaient dans une espèce d'entrepôt qu'ils appelaient le garage. Alors, ils avaient effectivement les tournevis et ils modifiaient une voiture. Et ils travaillaient sur un proto en polystyrène pour vérifier tous les modèles, tout le prototype, en gros, de cette voiture autonome. Et on a été plusieurs fois dans ce garage. Et là... j'ai le casque parce que je veux vérifier que quand on a un casque de VR dans cette voiture, on ne va pas se cogner contre la portière. C'est-à-dire que si on va amener du jeu vidéo quelque part, il faut être sûr que ça fonctionne. On a fait des tests sur route. Alors les premiers tests sur route qu'on a fait, on les a fait sur une voiture classique, pas connectée du tout. Donc on avait l'expérience en VR et on était dans une voiture. Donc en ligne droite, accélération, décélération souple, ça passait plutôt bien. Quand il y avait une petite courbe sur l'autoroute, on commençait à être moyennement bien. Et si on doublait une voiture, il fallait le sac à côté. Et puis ensuite, on a pu tester sur la voiture autonome, qui était connectée. Là, on avait les PC et on a tout branché. Et là, vous voyez le responsable du design chez Renault, qui là est tout content parce que pour la première fois, ça marche. Et on a une expérience qui est confortable parce qu'on n'a pas de dissonance cognitive entre le mouvement physique perçu par l'oreille interne et le mouvement qui est perçu au niveau du cerveau par les yeux. Donc c'est exactement la même chose que ce qui se passe quand vous lisez un livre dans une voiture en montagne. Il y a une dissonance cognitive parfois parce que votre cerveau regarde un livre qui est fixe par rapport à votre corps, pense que vous ne bougez pas, alors que votre corps en réalité lui bouge. Ben là c'est la même chose mais juste à l'inverse. On a donc fait ces démos de voitures autonomes. Les journalistes partaient tous de cette maison, ils prenaient le volant, quand ils arrivaient sur l'autoroute, à un moment, ils appuyaient sur Autonomous Drive et c'est parti. Alors, c'était pas clé, finalement, cette histoire, c'était pas clé aux démos de voitures autonomes. Ils n'ont pas besoin d'Ubisoft pour faire une démo de voiture autonome. Mais par contre, ils ont besoin de se différencier de leurs petits concurrents qui font exactement la même chose, qui font aussi des démos de voitures autonomes. Donc il y a des choses qui sont particulières à la voiture. Là, ils ont beaucoup insisté, par exemple, sur le passage du péage en autonome. Mais finalement, avoir cette expérience d'entertainment en plus, c'était la cerise sur le gâteau. C'est ce qui fait que dans la presse, ils ont pu avoir une petite story, une petite histoire en plus à raconter, un petit truc en plus que les journalistes avaient vécu, qui a augmenté l'engagement aussi des journalistes, qui avaient un truc en plus à raconter dans leurs articles. Donc on a eu une couverture au niveau mondial sur ce projet qui a été absolument génial. Et puis on a eu un deuxième effet qui se coule, qui était que le top management chez Renault a adoré cette expérience, ils l'ont testée, ils ont adoré, et ils ont demandé que les décideurs chez Renault la testent aussi, pas juste parce qu'elle était géniale, mais pour vraiment qu'ils prennent conscience de ce que du changement qu'allait procurer le passage à la voiture autonome. C'est-à-dire que ce concept de mind-off va faire que dans la voiture, le conducteur va devenir un passager, donc il faut repenser un certain nombre de choses pour l'occuper. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire dans la voiture? Et l'automobile, c'est une industrie qui est beaucoup plus ancienne, beaucoup plus grosse que celle du jeu vidéo, mais qui est aujourd'hui face à des challenges qui sont énormes en termes de changement d'usage, en termes de changement de business model, en termes de changement de technologie et en termes d'arrivée de nouveaux entrants. Alors c'est marrant, parce que nous, c'est ce qu'on vit dans le jeu vidéo au quotidien, depuis toujours. Du coup, ça nous place aussi, nous, tout petit, finalement, jeux vidéo, petite industrie par rapport à l'automobile. Finalement, on est sur le même plan et on arrive à avoir des discussions extrêmement sérieuses avec ces gens-là qui se rendent compte qu'on peut aussi apporter notre pierre à l'édifice dans l'économie en général et pas que dans le jeu vidéo. Je vais vous donner un dernier exemple avec Notre-Dame.
Vous avez dû voir au moment de l'incendie de Notre-Dame des joueurs qui ont posté des vidéos d'Assassin's Creed Unity partout dans le monde. Assassin's Creed Unity est sorti en 2014. Alors 5 ans, c'est une éternité dans le jeu. C'est un jeu qui se basait dont le setting était la Révolution française. On avait modélisé une 50aine de bâtiments, dont Notre-Dame. Et sur Notre-Dame, il y avait eu un effort particulier. Ça avait été déjà remarqué à l'époque de la sortie. Et là, autant les visiteurs classiques, les touristes classiques ont pu partager des images de Notre-Dame, des vidéos, les joueurs, eux, dans le monde entier, ont partagé des souvenirs virtuels qui traduisaient aussi l'émotion qu'ils avaient vécue dans le jeu. Donc l'émotion qu'on a tous vécue à l'incendie de Notre-Dame, eux, leur souvenir, c'était le souvenir du jeu vidéo. Donc ça, c'est super. Un jeu comme Assassin's Creed, ça vend des dizaines de millions d'unités. Mais ce ne sont que des dizaines de millions d'unités. Je me dis, mais il y a bien d'autres gens, en fait, qui sont peut-être pas joueurs, et pour eux, on peut peut-être faire quelque chose de plus. On peut leur mettre une visite virtuelle de Notre-Dame, la mettre à leur portée, alors qu'eux-mêmes ne sont pas joueurs. Il y a des gens, alors dans le futur, Julien l'a dit, tout le monde sera joueur, mais aujourd'hui, finalement, il n'y en a que 50%. Alors les autres 50%, on peut peut-être leur faire autre chose. Et ce autre chose, c'est que moi, j'ai demandé à l'équipe de reprendre le modèle de Notre-Dame qu'on avait dans le jeu et d'en faire une immersion en réalité virtuelle. On a donc développé une expérience qui dure 3-4 minutes avec une dizaine de points de vue différents, dont certains étaient inaccessibles quand Notre-Dame était ouverte au public. Et on a une visite intérieure, extérieure de Notre-Dame. Alors, ce n'est pas la Notre-Dame scientifiquement correcte, c'est une espèce de joyeux mélange avant la Révolution française jusqu'à nos jours, mais c'est une Notre-Dame qu'on reconnaît, qui, par exemple, présente la flèche qui a été postérieure à la Révolution, mais ce n'est pas un problème, on l'assume, on est des artistes aussi, c'est notre vision de Notre-Dame. Elle est quand même assez proche de la réalité pour que cette expérience ait pu émouvoir des spectateurs, enfin des gens du grand public qui l'ont testé aux Journées du patrimoine à l'UNESCO au mois de septembre. J'ai aussi eu l'occasion de la montrer à une rencontre au ministère de la Culture et qui était destinée aux acteurs du chantier. Donc là, on avait les tailleurs de pierre, on avait l'architecte en chef, on avait le général Georgelin, on avait l'archevêque, on avait le ministre. Tout le monde a testé, et même ceux qui connaissent extrêmement bien le bâtiment et qui tout de suite remarquent que l'orgue n'est pas bon, que l'autel est postérieur à la Révolution française, que la flèche, ouais, elle n'était pas exactement comme ça. Et bien même ces gens-là, ils parlent tout de suite des émotions qu'ils peuvent vivre avec une expérience comme ça. Alors, on a amené l'expérience, et si vous voulez, quand les confs sont finis, vous pourrez tester Notre-Dame en VR. Merci.